Nicolas est ex-champion international de poker. Son nickname, c'est Croque-Monsieur. On joue au poker, il faut savoir calculer les risques, lire les personnes, savoir résister à la pression. Bref, avec des compétences pareilles, il avait toutes les cartes en main pour devenir un entrepreneur. Tout d'abord en étant cofondateur de Ranking Hero, un réseau social pour les joueurs de poker, puis en 2015, il devient cofondateur de Trixir, une entreprise éditant des serious games déployés chez plus de 85 000 employés dans le monde. Depuis, Trixir a rejoint le géant de la transformation numérique, OnePoint. Bonjour Nicolas, avant tout merci d'avoir accepté mon invitation. La gamification, c'est sauf erreur un concept que tu utilises depuis longtemps. Est-ce que tu te souviens quand tu as commencé à utiliser le concept ? La gamification, c'est un concept un peu barbare. Donc, à quel moment je vais comprendre la question, comme à quel moment j'ai utilisé la gamification, en sachant ce que c'était. Parce que effectivement, la gamification pour moi, c'est utiliser les leviers humains, les facteurs humains de motivation pour faire façonner les comportements. Qu'au poker, je savais pas que j'utilisais de la gamification, mais si quelqu'un était venu au poker et je sentais qu'une de leurs motivations c'était la curiosité, quand je veux faire un bluff, je vais leur faire quelque chose de très curieux qui va leur donner envie de payer. Alors qu'au contraire, si c'est quelqu'un qui souhaite montrer qu'il a de l'ego, je vais peut-être faire un bluff en mettant une énorme mise et en le défiant de me payer, ce qui est un peu différent. Donc je crois que j'ai utilisé la gamification depuis très longtemps, mais du côté dark, du côté black hat, côté manipulation. Peux-tu me parler un peu de Trixir ? Est-ce que vous faites que des serious games ? Trixir, c'est un pivot. Donc après le poker, on a décidé avec plusieurs personnes, dont un autre joueur de poker et des experts du jeu, de faire une communauté de joueurs de poker en ligne. Ça a été un succès d'estime, mais ça n'a pas été un succès très grand commercial. Et on a vite pivoté pour s'intéresser à l'employé, à l'expérience employée. On a rejoint le groupe OnePoint. Et là-dessus, on a deux offres principales. Une offre qui est sur le jeu sérieux en formation. Donc comment aider à motiver les gens pour apprendre en ligne, qui est très difficile, de s'auto-organiser pour prendre des cours. Il n'y a qu'une personne sur 7 qui termine un cours en ligne si on regarde la moyenne mondiale, donc c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, on a toute une autre offre avec une équipe dédiée différente qui travaille sur l'accompagnement de la transformation digitale. Concrètement, on met les gens en équipe et on leur fait faire des jeux, soit pour les éveiller sur un sujet, comment collaborer, qu'on va les mettre sur la lune et leur dire comment triez-vous ces objets pour survivre de A à Z, et il faut qu'ils se mettent d'accord sur un classement. Et on va se rendre compte que la démocratie, c'est pas évident. Et comment est-ce qu'un groupe s'autogère pour faire prendre des décisions intelligentes sous pression? Ce genre de choses. Et on va avoir toute une palette de jeux, plus ou moins sur du côté formation, intérêt intellectuel, ou plus ou moins sur un côté très opérationnel, comment avancer dans un projet où on n'est plus sur la lune en train de prendre des décisions fictives, mais on est vraiment dans le projet et on les fait, entre guillemets, choisir quelque chose ensemble avec des méthodes d'animation. Trixir a rejoint le groupe OnePoint. Je pense que c'était une grosse étape pour l'entreprise. Quelle est la suite ? Quel est vos projets ? Quand on a rejoint le groupe OnePoint, c'était il y a presque 3 ans maintenant, on était une dizaine. Et donc progressivement, il y a eu beaucoup de traction sur les différentes choses qu'on a pu faire. Et on est maintenant une trentaine et on intègre tout ça à l'intérieur du groupe OnePoint. Ça va devenir cœur métier et non plus une filiale de OnePoint. Donc l'étiquette Trixir, je ne sais pas encore si elle va rester ou pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, je serai encore sur une nouvelle aventure que je ne connais pas encore. D'après ton expérience, qu'est-ce qu'on apprend par le jeu qui peut servir professionnellement ? On apprend énormément par le jeu, spécifiquement sur le poker, c'est très, très marqué. Je vais répondre par le prisme du poker, même si ça se retrouve un peu partout. Donc au poker, vous avez par exemple ce côté prise de responsabilité. En gros, il y a deux sortes de mains. Il y a les mains où vous êtes convaincu que vous avez la meilleure main, et le but c'est de créer le pot le plus gros possible parce que vous êtes favori pour gagner, et donc il faut y aller. Il faut prendre un risque, même si des fois ça va se transformer sur la dernière carte. Vous êtes dans une situation favorable, il faut investir dans cette situation. Et à l'inverse, quand vous êtes derrière, il faut savoir dire non, savoir abandonner, avoir le courage de ne pas se chasser en poker on dit chasser du bon argent avec du mauvais. Donc l'idée c'est de pouvoir savoir reconnaître une situation, prendre du recul, savoir si on est favorable ou défavorable, et avoir le courage de faire le deuil ou au contraire de prendre un risque. Ça c'est une des choses. La deuxième chose qu'on apprend beaucoup dans le poker, je trouve, c'est ce mélange entre soi et les autres. Il y a des jeux qui sont seuls, qui sont un peu différents, mais en gros vous allez avoir un objectif
Les autres peuvent être dans un jeu collaboratif ou par équipe, ils peuvent vous aider à accomplir votre objectif. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas d'adversaire, il n'y a plus de jeu. Et donc parfois, on est dans un mode où on se victimise. On dit ah j'ai pas réussi ça parce que si, parce que ça, et le chef il est pas sympa, et la voisine elle est horrible, et les gens dans le métro ils font pas ce qu'il faut. Je suis parisien. Mais finalement il faut oublier un petit peu ça, parce que dans le jeu on s'en rend compte quoi. Sans les autres il n'y a pas de jeu, et ça vous apprend à accepter. Au poker il y a beaucoup de hasard, donc des fois on joue bien, on perd, et si on l'accepte, on comprend en fait tout ce qui. Moi je suis assez stoïque dans l'approche, le poker oblige à être stoïque, donc en fait ce que je comprends du stoïcisme, c'est je vais me concentrer sur ce que je contrôle. Le reste, ça va pas m'affecter parce que j'y suis pour rien. C'est un peu un côté, c'est le destin. Et puis voilà, tant pis. Et donc, dans beaucoup de jeux, vous avez ce rapport entre les compétences que vous posez sur la table et le hasard. Donc, c'est je me concentre sur ce que je sais faire, et après, partie suivante. Longue question. Je pense que tu as vu l'épisode Chute libre de Black Mirror avec le système de notes sociales intégré en Chine. À mon avis, c'est un exemple qui reprend des mécanismes du jeu, mais qui va trop loin. Techniquement, je pense qu'on peut tout gamifier, mais en pratique, j'ai envie de dire pourquoi. Et surtout, comment savoir où sont les limites. À ton avis, comment est-ce qu'on peut éviter d'aller trop loin pour finir en épisode de Black Mirror ? Ouais, c'est intéressant d'ailleurs, si tu regardes la dernière saison, il y a un épisode qui carrément, au lieu de se placer dans le futur, ils sont placés en 2018, pour montrer que c'est déjà là en fait. Et qui parle de gamification, qui parle du côté addictif qu'on peut trouver dans une application, sans trop en dire. Pour répondre à ta question, oui, on peut trop en faire. Finalement, la gamification, ça marche vraiment fort. C'est un facteur de motivation très 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 grand, et les impacts, quand c'est bien fait, sont très forts. Et c'est une technologie, donc elle est neutre par nature. Et c'est pas parce qu'elle est neutre par nature qu'on n'a pas de responsabilité. Aujourd'hui, si on regarde sur les jeux vidéo, tout ce qui est looting, consiste à avoir une récompense au hasard dans un jeu qui est en fait un loto, ce serait normal pour moi que ça soit considéré comme du gambling et que ce soit régulé. Il y a des gens qui sont faibles par rapport à des tentations que pourrait leur apporter ce genre de choses. On connaît très très bien le sujet dans le monde du gambling. Si le jeu a tendance à devenir quelque chose qui vous permet de remettre de l'argent et qui attire votre levier émotionnel de la surprise, et qui va chercher ce genre de choses, il faut faire attention, il y a une responsabilité. Je pense que soit les éditeurs de jeux la prendront collectivement, ou plus probablement c'est les régulations qui vont arriver et qui vont l'obliger. Et dans le poker, on a été obligé de faire ce regard, c'est-à-dire que c'est pas contradictoire. Il y a une énorme majorité des joueurs de poker qui jouaient de manière très très saine. Le dépôt moyen en ligne mensuel sur un site de poker en ligne, c'est à peu près 20 €. On peut pas dire qu'on a un vrai problème d'argent. Quand on claque 20 balles par mois, ça fait 5 € par semaine, même un peu moins. Mais il y a des gens qui ont perdu leur maison. Donc les deux sont vrais en même temps. Et l'exemple en Chine, c'est un sujet peut-être plus vaste que le joueur addictif. Mais il y a, que ce soit pour les gouvernements, pour les sociétés ou pour les joueurs, il y a plein de... C'est le côté obscur de Star Wars, on va pas réinventer. Donc là, on a un outil qui est très fort, qui est pas très bien compris, qui avance très très vite. Donc les régulateurs ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe et rattrapent avec une vitesse qui est plus longue. Moi, je pense que c'est un vrai sujet, et je trouve que le côté où... moi, je suis assez inquiet par le côté... je pense que c'est une phase de transition, mais on est passé très très vite de l'arrivée de Facebook à on traverse la rue en regardant son téléphone, et ça va pas être possible. Dans les 10 ans qui vont venir, on sera pas comme ça, donc je sais pas encore comment on va sortir de notre caverne, mais la puissance de la technologie est hyper puissante, mais en fait, tout ce qui va autour de la gamification et de l'usage a créé une situation qui est absurde. Ok, merci. En faisant quelques recherches à ton sujet, je suis tombée sur un article de 2013 où tu disais que le poker va se déplacer vers un modèle plus social, en lien, je pense, avec Ranking Hero. J'ai fait par le passé une vidéo sur les types de joueurs selon Bartol, où on découvre que la majorité des joueurs sont plutôt de type social. Le poker, c'est un jeu qu'on imagine très individuel. Pourtant, tu as co-créé Ranking Hero. Est-ce que c'est bien la preuve que l'aspect social des jeux, c'est primordial, quel que soit le jeu ? Alors, ce qui est intéressant dans le poker, c'est que tu as un aspect très individuel, mais tu as un aspect effectivement très social. Ce que je faisais quand j'étais assis à une table de poker, c'était d'essayer de comprendre pourquoi la personne joue. Et très souvent, la personne joue parce qu'elle est contente de faire partie d'une communauté. Donc c'est individuel, mais c'est une communautaire aussi.
Et les joueurs de poker se retrouvent très souvent, ils ont des liens qui peuvent durer des décennies. Il y a vraiment ce côté, en club, en France on les a appelés des cercles, puis maintenant des clubs. Et c'est représentatif de la réalité. Donc oui, c'est très social. Après ça dépend. Vous allez retrouver sur le modèle de Bartle, on va retrouver des trolls qui vraiment, quand ils gagnent un coup, ils ont envie de vous le mettre dans la face pour que ce soit bien bien clair qu'ils vous ont battu, vous personnellement vous. Donc je vous prends votre argent et votre ego, c'est ça le jeu, équivalent du player killer. Et vous allez avoir des gens qui sont très intellectuels, qui sont là pour la réflexion, l'accomplissement, eux-mêmes se convaincre qu'ils sont les plus intelligents. Alors qu'à l'inverse, vous avez vraiment des gens qui sont là pour papoter, pour discuter. Il y a vraiment de tout. Je dirais que peut-être ce qu'il y a le moins, c'est l'explorateur. Et encore, parce qu'il y a eu, c'est une discipline qui a énormément évolué depuis 10 ans, avec l'arrivée des statistiques, de l'internet. Donc il y a toute une génération dont j'ai fait partie qui était sur une logique d'inventer le poker, de théoriser le poker, d'écrire les plus belles pages de la stratégie. Donc je pense qu'on retrouve un peu de tout. Et c'est peut-être intéressant de se dire qu'un jeu qui à la base est un jeu un peu comme l'art de la guerre, on est sur cette... un peu comme les échecs, même si le jeu n'a rien à voir. Dans le mythe populaire, le poker c'est un combat d'intelligence. Voilà. Alors qu'en vrai, c'est un truc hyper compartimentalisé. C'est l'esprit logique, l'esprit empathique, même s'il est mal utilisé, enfin à des fins pas du tout altruistes, et le fait d'être zen par rapport au hasard et de l'accepter tout en l'acceptant pas. Voilà. Cet aspect social, est-ce que tu penses que c'est pas assez exploité dans les entreprises, que c'est quelque chose qui est pas assez utilisé ou mis en avant, j'ai envie de dire? Plus grave que l'aspect social, je pense que c'est les émotions en entreprise. On vous incite à être collaboratif. Toutes les entreprises maintenant, ou presque, commencent à comprendre, ou en tout cas sont toutes convaincues comme nous, parce que je ne sais pas si on a la vérité, qu'il faut travailler en équipe, qu'il faut permettre l'innovation, qu'il faut s'ouvrir en termes de posture, etc. Et donc casse les cloisons, fabrique des open space, invite au télétravail, vont faire plein de choses. Mais ce qui reste très tabou en entreprise, c'est les émotions, la vulnérabilité. Comment est-ce que je dis quand j'ai un doute ? Et je vous donne un exemple l'autre jour. Un collègue à moi très plein de bonne volonté, je lui exprime un doute que j'ai sur une réponse qu'on est en train de faire à un client, et il me dit « T'inquiète pas, sois pas défaitiste, t'es le meilleur ». Ça répond pas du tout à mon besoin. Ça dit « Tu n'as tort de t'inquiéter ». Et moi, je sais que ça va bien se passer, toi, tu sais pas. C'est le contraire, en fait, ça m'alarme encore plus. Ça veut dire que personne n'a entendu mon inquiétude, et donc je suis tout seul à m'inquiéter, donc c'est plus grave. Et c'est comme ça que typiquement les gens vont réagir. Donc, si j'avais un message à donner aux entreprises, c'est de comprendre ce que dit la gamification. La gamification, elle dit qu'il faut être empathique. Les émotions, elles doivent s'exprimer. On peut les cacher, mais elles sont quand même là. Et à un moment, ça déborde. Donc, comment est-ce qu'on crée un espace où c'est facile pour quelqu'un de dire j'ai peur ? Comment est-ce que c'est facile pour dire j'ai besoin d'aide, je suis inquiet, et vice versa, je suis content, et de faire des high five. Il faut parler des inquiétudes et célébrer les victoires. Voilà. Pour finir l'interview, j'ai 3 questions que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. C'est des questions très faciles. Quel est le premier exemple qui te vient en tête comme exemple de gamification ? Colibri, la brosse à dents connectée, qui a sauvé ma vie de famille. Le Colibri, c'est une brosse à dents connectée qui fait qu'en fait tu te brosses les dents au bon endroit grâce à la connexion Bluetooth, et l'application s'en rend compte et te fait courir plus vite dans les Jeux Olympiques des lapins crétins. Ce qui est super ici, c'est qu'au lieu de dire aux enfants il y a un problème de carie, il y a un problème de dentiste, à la place on leur dit tu es un lapin crétin et tu vas gagner les Jeux Olympiques. Et ce changement de narrative, c'est vraiment très fort. Il y a une autre variante équivalente sur les brosses à dents où c'est une espèce de Tamagotchi, un animal, et à chaque fois que vous brossez les dents, il est content parce qu'il a les dents propres lui aussi. L'idée, c'est de changer l'histoire et de ne pas aller sur le négatif, d'aller sur le positif. Ça marche super bien. Ça a un petit défaut, c'est que du coup, il y a un peu d'écran avant d'aller se coucher à chaque fois. Donc voilà, un mal pour un bien, mais c'est incroyable comment ça marche. Du reste, Colibri expliquait qu'ils ont un problème avec les enfants qui se brossaient les dents sur le prototype, ils se faisaient saigner les gencives et ils s'arrêtaient pas de se brosser les dents. Et donc ils ont dû automatiquement éteindre la brosse à dents au bout de 3 minutes. Donc tout parent qui s'imagine la scène avec un enfant qui veut pas arrêter de se brosser les dents, je pense que vous voyez la puissance de la gamification. Quel est le premier jeu qui te vient en tête en pensant à ton enfance ? Là, je vais devoir dire Zelda. Je pense que c'est vraiment un jeu particulier avec le côté aventure, exploration. On a tout ce côté mythe du héros avec passage dans un monde invisible et sauver les gens. On est sur un jeu où il y a une histoire. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est ça.
D'ailleurs, si vous regardez même un jeu comme Candy Crush, c'est la différence avec les 200 versions de James qui sont arrivées avant. C'est qu'il a intégré un gameplay très connu de aligne 3 trucs de la même couleur, et il l'a intégré dans un parcours avec une histoire, un mentor et des choses comme ça. Dernière question. Et aujourd'hui, quel est le premier jeu qui te vient en tête? Plus difficile ça. Je joue beaucoup moins depuis que je vends de la gamification. En ce moment, le seul jeu auquel j'ai continué à jouer, c'est Magic the Gathering. Jeu très cryptique de cartes où tu as des cartes à collectionner qui te permettent de construire des paquets et tu utilises ces paquets pour jouer les uns contre les autres. Et il a l'avantage d'être compétitif et infini puisqu'ils sortent des nouvelles cartes tous les 3 mois, donc ou X mois, et donc voilà, c'est un jeu où il y a un peu d'émulation au sein de l'entreprise. Donc régulièrement, on se retrouve et on se fait un team building avec ce jeu-là. Merci beaucoup alors. Merci à toi.